Alors, on va continuer à parler de sujets de questions raciales, de questions noires, et cetera, aujourd'hui, car le crayon nous a fait le plaisir, de nous gratifier d'un sujet dont il a le secret, heu, un débat entre Mabula Soumaoro et Ludovic Herman Wanda. Alors, probablement que certains d'entre vous les connaissent, mais présentons-les tout de même, heu, c'est le minimum. Heu, Nous avons, Mabula Soumaoro que d'ailleurs je vois pas très souvent, mais j'ai eu la chance, de l'avoir il y a pas très longtemps. On a discuté un petit peu. C'est vraiment quelqu'un de très gentil, de très agréable et qui connaît vraiment bien, tout ce type de sujet. Hem, on a eu on voilà, j'ai eu l'honneur de siéger, à au jury d'une soutenance de thèse, en sa compagnie. C'était vraiment une belle thèse en plus, en psychologie, sur la question noire. Heu, Merci Princess Poppers. C'est drôle, Princess Poppers, c'est marrant. Bon bref, Ludovic Herman Wanda, donc pardon, j'ai pas fini de la présenter, c'est une universitaire, elle est maître de conférences en langue et civilisation, anglaise, heu, spécialisée dans les questions, africaines-américaines et afro-caribéennes à l'université de Tours. Et elle est l'autrice notamment d'un ouvrage autobiographique, ou je dirais un ouvrage qu'on appelle maintenant de auto-theory, c'est-à-dire un ouvrage qui entrelace les éléments autobiographiques et la question, et des questions théoriques, quoi. Ce qui est l'ouvrage est plutôt passionnant sur, surtout la question. En tout cas, moi, ce qui m'a le plus passionné dans l'ouvrage, c'est sur la question universitaire, le rapport entre la, enfin, les différences entre les universités états-uniennes, les universités françaises, l'accueil de la question raciale, l'expérience d'entrer à l'université lorsqu'on est une personne noire, etc. Enfin bref, évidemment des sujets qui me parlent puisqu'ils font de très forts échos avec ma propre biographie. Et donc j'ai apprécié cet ouvrage-là qui s'intitule Le Triangle et l'Hexagone de Mabula Soumaoro. Et l'autre individu, l'autre débatteur n'est autre que Ludovic Herman Wanda, que d'autres connaissent probablement comme l'ancien présentateur des funérailles des tabous et le présentateur actuel de la chaîne La Librairie Africaine, euh, qui est pour sa part un romancier. Il a écrit, je crois, plusieurs romans. Il s'est fait connaître aussi pour sa conversion au judaïsme. C'est aussi l'une des premières choses qui me l'a fait connaître. Il était apparu dans quelques médias pour parler de cela. Et il est également, comment dire, animateur d'une chaîne sur les médias de short, quoi, sur TikTok et sur Instagram, je crois, qui s'intitule Afro Noblesse, et dans laquelle il donne à la fois, je crois, des conseils sartoriaux, des conseils sartoriaux, et aussi des analyses politiques, et aussi, je dirais, des conseils d'expression, d'éloquence, des choses comme ça. Et je crois qu'il est formateur dans ce domaine-là, dans le domaine de l'éloquence. Alors, Mabula Soumoro a une position plutôt, voilà, ce que j'ai qualifié dans le titre de cette vidéo sur Twitch, une position, je dirais, plutôt progressiste noire, là où Ludovic Herman Wanda occupe plutôt une position de ce qu'on appelle, plutôt dans la nomenclature états-unienne pour le coup, mais qu'on appelle plutôt une position, qu'on qualifierait plutôt de position de conservatisme noir. C'est-à-dire une sorte d'attachement à certaines valeurs, et aussi, et peut-être même surtout, à la réussite individuelle. Et, et donc voilà, c'est ça qui fait aussi écho un petit peu avec les sujets dont on a parlé tout à l'heure. Autant qu'une fois je prône sans réserve, et je suis d'accord absolument avec lui sur l'importance de ces caractéristiques-là, de ces qualités-là, qui sont des qualités qui, à mon avis, voilà, méritent d'être chéries et préservées, la culture, le savoir, la connaissance, et même l'éloquence, quoi, oui, finalement. Mais que malheureusement ça ne préserve pas du racisme, mais au contraire, ça peut, dans pas mal de circonstances, l'intensifier. Voilà.
ses intros sur les librairies africaines où il glorifie la lecture sans avoir rien compris au livre qu'il cite. ça, c'est une autre question, quoi. C'est une autre question. Je sais pas s'il a rien compris au livre qu'il cite. Franchement, je sais pas. J'ai pas envie de lui faire ce procès d'intention. Mais en tout cas, je l'ai déjà entendu dire, on va travailler à l'excellence noire comme Frantz Fanon. Frantz Fanon n'a jamais dit ça. Frantz Fanon n'a absolument jamais dit ça. Ça, c'est le truc où je peux dire vraiment, oui, pour le coup, je- comment dire, c'est un sujet sur lequel j'ai un peu de savoir, c'est quand même Frantz Fanon. Donc, non, Frantz Fanon n'a jamais dit ça. Donc, effectivement, à ce niveau-là, ça commence mal. Ça commence mal. Mais bon, il est quand même pas. C'est quand même un individu et un créateur de contenu qui est pas inintéressant, et notamment parce qu'il représente quand même quelque chose qui existe dans le pays, et puis il articule ses idées avec une clarté telle que ça peut nous donner d'excellents débats. D'excellents débats. Donc voilà. Frantz Fanon a dit: The solution to capitalism is black capitalism. Oui, voilà, ça c'est mon Frantz Fanon. Ça c'est le Frantz Fanon que j'aime. Quand il parlait de révolution, dans les damnés de la Terre, c'était la même révolution que celle de Macron. Vous savez, quand il avait écrit le livre Révolution, c'est exactement la même. Aucune différence. Voilà. Frantz Fanon a dit la France aux Français, il me semble. Oh bah après. Mais ça, c'est les gens, vous savez, qui citent Sankara pour dire l'Afrique aux Africains, mais la France aux Français. Voilà. qui veulent, qui veulent comment dire, mettre les deux sur le même plan. C'est malheureusement les effets durables et presque indestructibles de l'usage qu'avait fait à l'époque Égalité-Réconciliation de Thomas Sankara. Si vous avez un mec qui cite, qui ne cite qu'un seul révolutionnaire africain, et c'est Thomas Sankara, c'est le plus grand red flag de la Terre. C'est un défilé de l'armée rouge, si vous voulez. C'est le red flag ultime, quoi. Si tout ce que vous connaissez, c'est Sankara, oui, 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 vous êtes probablement un droitard. Vous êtes probablement un gros droitard. Alors, euh, on va y aller, hein. On va y aller, on va tremper tout doucement nos orteils là-dedans. Les gens qui ne sont pas confrontés au racisme, à l'injustice, ne savent pas ce que c'est que de le vivre dans sa chair. Dans bien des cas, à la maison, le français n'est pas forcément la langue la plus parlée. Tant qu'il n'y a pas l'égalité linguistique, l'égalité des chances ne peut pas avoir lieu. Le système est contre vous et vous n'avez pas de recours. Certains... Il y a une chaîne YouTube Génération Sankara, c'est le Renoir le plus droitard de France. Oui, oui, j'ai déjà vu passer ça. Puis c'est du slop. Oh là 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 là, c'est du slop. Et il force son accent là, c'est celui-là, hein, il force bien son accent blédard là pour faire genre, ouais, oui, je suis un blédard, mais je suis raciste. Bah ok, 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 frangin. Bah, double peine pour toi, hein. Double peine pour toi. Ils vont pas te sauver, ils vont te jeter à la mer quand même, mon pote, hein. Tu peux citer Sankara tant que tu veux. Franchement, essaye d'abord d'aller, si tu veux être un droitard au moins, fais comme Ludovic Herman Wanda, va prendre des cours d'éloquence, apprends à parler comme Jordan Bardella, et après tu pourras être un gros droitard, tu te seras un petit peu plus sécurisé déjà. Faut mettre les, faut commencer, faut commencer à la bonne place, faut commencer au bon endroit. Là, t'es une cible trop facile pour les remigrateurs, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Il faut au moins faire un minimum de whiteface, quoi, un minimum. Sinon, mais bref. Mais ça, c'est les grifters. En vrai, c'est un pur grifter. Il en a rien à foutre de savoir si le RN va passer ou pas. Ça se trouve, il est même pas en France en réalité. C'est juste qu'il farme la YouTube money, à mon avis. C'est tout ce qu'il fait, quoi. Donc, il faut même pas l'écouter en vrai. De plus en plus d'ailleurs, issus de la dite majorité blanche, parlent du racisme anti-blanc. Ça peut paraître fou qu'aujourd'hui, il y a cette confrontation où chacun se sent victime de l'autre. Le racisme, c'est la déshumanisation. Et si on accepte le racisme, ça veut dire que liberté, égalité, fraternité, ça veut rien dire et que c'est un mensonge. Les amis, avant de commencer la vidéo, on voulait vous faire un petit mot. Vous savez, une fois, j'étais dans le sud pour un festival. J'étais dans le sud pour un festival de philosophie qui a lieu chaque année. C'est les rencontres Michel Serres. Voilà, c'est à Agen peut-être, parce que je crois qu'Agen c'est la ville où a grandi le philosophe Michel Serres. La vidéo est hyper forte par rapport à la voix. Ok. J'essaie de changer ça. Tenez-moi au courant.
J'étais aux rencontres Michel Serres, j'avais fait une émission, enfin pas une émission, pardon, une conférence, mais qui a été filmée. Vous pouvez toujours la voir sur YouTube, hein, et je crois qu'elle a eu quand même pas mal de vues. J'étais avec, comment est-ce qu'il s'appelle encore, pardon, celui qui écrit 2 livres sur l'écologisme, là, Malcolm Ferdinand, pardon. On avait fait un plateau avec Malcolm Ferdinand, etc. C'était plutôt pas mal. Et dans ce cadre-là, j'avais fait une émission, enfin j'avais été, parce que le Crayon là était partenaire, ils m'ont interviewé pendant, je sais pas, une demi-heure, quelque chose comme ça. Euh, un petit peu à la manière d'autres contenus qu'on a pu voir, de Rage Kit par exemple, qui est sorti récemment, ce genre de truc. Sauf que ils n'ont pas dû aimer mes réponses parce qu'ils n'ont jamais sorti la vidéo. Ils ont dit non, ça, non, 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 merci. Ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas. Ils ont pris les rushs, je pense, et ils les ont foutus à la poubelle. Ils se disent, ça, on n'en veut pas sur la chaîne, on n'en veut pas sur la chaîne. Donc bon, le crayon, je les retiens. Je les retiens. C'est pas, c'est pas carré. Vous n'êtes pas carré, le crayon. Mot rapide. Merci d'être toujours de plus en plus nombreux à nous suivre ici Oui, et à oui. regarder les débats qu'on vous propose toutes les semaines. Ah Si oui. vous aimez notre travail, pensez à vous abonner. Ça vous prend 10 secondes. Ça nous prend 10 secondes. Est-ce que je suis abonné? Non. Est-ce que je vais m'abonner? Bah non. Mais par contre, le crayon, c'est drôle, le crayon, mais c'est du slop, hein. Désolé, hein. Sorry, not sorry, c'est slopesque as fuck, hein. J'espère que tout le monde est d'accord. Comment est-ce qu'on change la vitesse ici? Souhaiter désactiver vitesse de lecture. Voilà, parce on n'a pas beaucoup de temps, on va s'accélérer quand même un petit peu ça, hein. C'est pour des trucs. Pardon aux débatteurs, mais bon, c'est pas une œuvre d'art là. Mais pour nous, ça change tout. Votre soutien est hyper important pour nous et on espère avec ce débat vous rendre compte au maximum des différents avis sur le sujet. Bonne vidéo. Je suis ou j'ai été victime de racisme. Vrai? Évidemment. Je suis militant antiraciste. Non. À ma façon, en militant pour l'excellence. J'utilise le terme Est-ce que je réponds aux questions moi aussi? Je vais militer contre le racisme à ma façon en militant pour l'excellence. Je vois pas le rapport en fait. En fait, comment dire? Non, mais en plus, la réponse, si on la prend, je pense que c'est pas vraiment ce qu'il veut dire. Je pense que c'est pas vraiment ce qu'il veut dire. Mais si on prend sa réponse au pied de la lettre, pour militer contre le racisme, il faut militer pour l'excellence. Parce que si les Noirs sont victimes de racisme, c'est parce qu'ils sont nuls à chier. Oui, s'ils étaient excellents. S'ils étaient excellents, ils seraient pas victimes de racisme. Écoute, voilà le cas de Jason Harday. Voilà un type qui atteint quelque chose qu'on peut qualifier d'excellence. Il est difficile de parler d'excellence académique plus élevée que d'obtenir un poste de full professor, c'est-à-dire le grade le plus haut du milieu universitaire à l'université de Cambridge. Et pourtant, même à ces hauteurs où l'air est particulièrement raréfié, eh ben, on finit dans la disgrâce, à se balancer au bout d'une corde comme Ian Curtis. Voilà le type de situation à laquelle l'excellence nous condamne au lieu de nous sauver. Voilà. Et je dis pas encore une fois que l'excellence est une mauvaise chose, encore une fois, mais je dis que présenter ça comme une espèce de panacée, une sorte de panacée qui va nous sortir du racisme, c'est pire qu'une illusion, en fait. C'est dire blanc là où il faudrait dire noir. L'excellence ne sauve pas. L'excellence peut au contraire être exactement l'épée qui va nous couper la tête. Et quand je dis ça, je dis pas que je milite pour la médiocrité ou quoi que ce soit, absolument pas. Je dis que si on veut exceller dans un domaine reconnu, etc., il faut bien avoir en tête non seulement les obstacles, parce qu'on dit oui, il y a des obstacles, etc., mais après, quand tu atteins le plus haut niveau, tu profites enfin d'une victoire totale. Non, non. En réalité, c'est à partir du moment où tu as gagné que les problèmes commencent.
terme personne racisée. Pas vraiment. Je l'utilise à contre-cœur. L'univers J'utilise à contre-cœur. Moi, je l'aime pas. Je préfère pas l'utiliser. Je préfère dire les longs blancs, je préfère dire les minorités raciales, je préfère dire mes racisés. Burke. C'est le Guillaumin, c'est le Colette Guillaumin Slop. Le Colette Guillaumin Slop, j'évite. universalisme à la française masque les discriminations. 1 million de fois, oui. L'universalisme français les nie, les ignore, ne les prend pas en compte. L'héritage colonial On peut même dire que, à certains moments, il les accentue. explique l'échec d'une partie de la jeunesse aujourd'hui. L'héritage colonial non traité explique une partie de l'échec d'une certaine partie de la jeunesse aujourd'hui. Oui, On peut aimer la France et lui en vouloir. Ah! Et ils sont d'accord pour dire oui. Je suis étonné. Bah, tu vois. Alors, vous avez eu un très très mauvais soupçon sur Ludovic Herman Wanda et finalement c'est pas si voilà, il est pas si terrible, etc. que vous le disiez. comme dans un couple. Hein. On peut aimer sincèrement et avoir des critiques à émettre. La France est un pays raciste. La France est un pays raciste comme les autres. La France, Bah, comme les autres, ça dépend lesquels. Pour un pays raciste. Et un témoignage là dont j'aimerais parler. Mon daron était maître de conférence à Pasteur en microbiologie. Ce que tu dis sur le manque d'air pour les Renois en altitude, chez les Blancs est tellement réel. Les dingueries qu'ils lui ont fait académiquement et scientifiquement, mais il est coriace. Exactement, il faut être très coriace pour être dans ce genre de situation, mon cher King. Merci pour ce témoignage qui corrobore ce qu'on dit. En plus, Pasteur, c'était c'est pariciste, c'est ça? C'est le non, c'est moi je sais plus. En tout cas, c'est une grosse université parisienne, me semble-t-il. Paris 7, ah oui, d'accord. Ah oui, c'est ça, c'est le Paris Cité actuel. Oui, c'est ça, c'est la grosse université de sciences et de médecine à Paname, quoi. Donc oui, c'est clairement, on est clairement au top du game. Euh, je nous trouve quand même pas mal excellent en grande majorité. On a pour beaucoup été élevé dans l'idée qu'on devait être irréprochable pour être accepté. L'excellence ne veut pas dire qu'on subira plus le racisme. On le subit, peu importe qu'on soit irréprochable ou pas. C'est la définition même du racisme. Exactement et quoi. C'est aussi ce que je pense. Donc voilà. Ça donne une bonne base, à la discussion en tout cas. aujourd'hui, est racialiste. La langue est un outil d'intégration. La France est-elle raciste ou racialiste? Moi, je ne suis pas d'accord. Je pense que il dit que la France est racialiste, mais qu'elle n'est pas raciste. Je pense que c'est l'inverse. La France, du fait de son universalisme, etc., elle n'est plus racialiste, ce qui signifie la reconnaissance explicite et même la production de race au sens, je dirais, quasi médical du terme. À moins qu'il ait une autre signification, qui donne une autre signification, ce qui est probablement le cas à ce concept de racialisme, mais historiquement, c'est plutôt... mon micro est très faible par rapport à la vidéo. Moi, je vais continuer d'essayer de diminuer. On essaye ça? Je ne comprends pas tellement cette question. La langue est, à mon sens, bien évidemment, un outil non seulement d'intégration, de respectabilité, mais également de force. Quand on veut, on peut, peu importe Voilà, j'essaie d'égaliser un petit peu. sa couleur de peau. Donc oui, la question de la langue comme outil d'intégration... On vous l'a dit, je comprends pas la question. Oui, enfin, on peut pas ne pas répondre oui. Alors même si on n'a pas envie de parler d'intégration, etc. Mais c'est un fait que si vous ne parlez pas français en France, vous n'allez pas pouvoir vous n'allez pas pouvoir interagir avec l'ensemble de la population. Donc c'est évident. Mais après, est-ce qu'il s'agit juste de maîtriser le français ou est-ce qu'il s'agit d'avoir un haut niveau de langue? Je suis dans le métro, j'entends R, Norman. Bah oui, mais t'es dans le métro. Je vais pas mettre le son à fond juste pour quelqu'un qui est dans le métro. Ah, je suis en train de travailler sur mon marteau-piqueur là et je t'entends pas. Ah oui, mais je sais pas, achète des écouteurs Sennheiser, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, c'est pas moi qui vais foutre le son dans le rouge, juste pour que tu puisses entendre, parce que t'as en face de toi le fou du bus qui est en train de mettre sa baffle à fond et qui est en train de chanter Baby Shark pour obtenir quelques pièces de centimes dans le creux de sa main. Je suis désolé. Il y a des moments, on peut pas forcément pallier à toutes les situations à ce niveau-là.
Ouais, mes parents dorment, tu peux chuchoter, non, s'il te plaît. Non, mais sérieusement, c'est, en vrai, parfois on me dit des trucs dans le chat, c'est vraiment une dinguerie, quoi. C'est vraiment une dinguerie. Faux. Relativement d'accord. S'intégrer à la culture française, c'est renoncer à une partie de soi. C'est une injonction que je trouve parfaitement illégitime, cette question de l'intégration. J'aurais aimé répondre, encore faudrait-il que je comprenne ce que l'on entend par culture française. Est-ce que le basque et le corse partagent la même culture, si bien que cette notion de culture française est plus une arme d'autorité aujourd'hui que l'on fait peser sur la tempe des dites minorités visibles. Le pardon collectif. Ça s'entend. Après, comment dire? Ouais, tout dépend de ce qu'on appelle par culture française. En vérité, tu peux faire pause aux toilettes. Après, le son est très bas, c'est vrai. Oh là là. Mais après, si j'augmente, ça va aller dans le rouge. Vous me dites c'est trop fort, j'augmente. Et après, vous me dites non, mais en fait, c'est trop bas. Oh là là, vous êtes chiant. Mais augmentez le son chez vous. Mais c'est une dinguerie, ça aussi, augmenter le son chez vous. Oh là 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 là. Collectif est indispensable pour faire nation. Il faut qu'il y ait un état des lieux pour savoir exactement ce qu'on a pardonné, si cela doit se faire. Je ne dirais pas mieux, pas de pardon sans volonté de compréhension et d'explication. Il faut réécrire les programmes scolaires. Absolument. Il faut évidemment refonder les systèmes scolaires, tout en gardant en tête que l'école ne se limite pas à l'institution scolaire et elle s'étend à la famille, elle s'étend également à la télévision. On a le droit d'être fier. L'école s'étend à la famille et à la télévision. C'est bizarre cette idée-là. Enfin, je veux dire, l'éducation en général, évidemment. L'éducation, l'instruction s'étend à partout, mais l'école s'étend à la famille. Ça signifierait que l'institution scolaire permet jusque dans la famille, etc. Tu augmentes un peu ton micro. Ouais, non, mais c'est ça. Il faudrait que je l'augmente et que je le diminue. Si vous êtes en train de vous faire un shaker, il faudrait que j'augmente et que je diminue le son à chaque pression du bouton, vous savez, quand vous faites marcher la centrifugeuse. Là, il faut augmenter. Après, on enlève le bouton, il faudrait diminuer. Non, mais sérieux. Les balances sont parfaites, merci. Ah bah voilà. Expérimentation, l'expérimentation, après l'expérimentation, il faudrait que j'embauche un ingé son, peut-être. Fier d'être noir. Bien sûr. J'irais même plus loin, on a le droit d'avoir conscience qu'il s'agit d'une bénédiction. On a le droit d'être fier d'être. Moi, je suis pas fier d'être noir, hein. Je pense que c'est un peu con. Franchement, je pense que c'est un peu con d'être fier de... Toujours... toujours... comment dire, et c'est un truc que je suis pas le seul à dire, hein, mais il y a beaucoup de gens qui pensent de la sorte, et j'en fais partie. Selon moi, être fier d'une chose qu'on n'a ni choisie ni accomplie soi-même, ça n'a absolument aucun sens. Je n'ai pas choisi d'être noir, je vois pas pourquoi j'en serais fier. Qu'est-ce que la fierté suppose d'avoir accompli quelque chose d'important, quelque chose qui nous plaît. J'ai rien accompli du tout. Comme le dit le vieil adage, je ne me suis donné la peine que de naître pour être noir. Donc, pourquoi est-ce que je serais fier de ça, franchement? À la limite, tu peux dire, j'en suis satisfait. J'en prends mon parti. J'en suis content. J'en suis heureux, j'en suis joyeux. Je sais pas, ce qui d'ailleurs n'est pas le cas, hein, franchement. Je suis pas malheureux, évidemment. Mais enfin, il aurait pu en être autrement. Je regrette pas, si vous voulez, je regrette pas. Parfois, je regrette. Bon, parfois, quand tu subis du racisme, etc., tu te dis, ah merde, comment dire, mon jet de dés était peut-être pas très bon. Mais enfin, mais en être fier, t'as rien fait pour ça, quoi. Pourquoi être fier de quelque chose pourquoi on a strictement rien accompli? C'est une manière de retourner le stigmate, peut-être, pour être fier de ce qui va avec. Je pense que sous-entend, je suis fier malgré le racisme et la haine de ce que je suis. Oui, je comprends ça. Mais je suis pas sûr que l'affect de fierté soit le plus apte à combattre le racisme, franchement. Norman, es-tu fier d'être mosellan? Encore moins. Je suis encore moins fier d'être mosellan que d'être noir. Non, mais je suis... Voilà, cette histoire de fierté ne me plaît guère, franchement. Et je vois mal comment elle se justifie, alors qu'il y a plein d'autres choses qu'on peut être pour combattre le racisme, les choses que j'ai citées, ou pour montrer que le racisme n'a pas de prise sur nous-mêmes, sur notre estime de nous-mêmes, etc., etc. Mais la fierté, franchement. En plus, la fierté, ça rend con souvent, si vous voulez. Surtout lorsque c'est pas pour quelque chose qu'on a fait soi-même. Je veux dire, vous venez d'avoir une bonne note à votre examen, vous venez d'avoir votre année, vous venez de réussir quelque chose de super au travail, vous venez
comment dire, de faire passer une superbe journée à la personne que vous aimez. Bon, vous pouvez être fier de vous, mais être fier parce que vos ancêtres ont fait je sais pas quoi, mais c'est vos ancêtres, ils en avaient rien à foutre de vous et vous ne pouvez très bien en avoir rien à foutre d'eux. Vous voulez, je, je pense pas que la fierté soit l'affect le plus adapté ici. Je pense que, au contraire, c'est quelque chose qui, lorsque c'est la fierté de ce qu'on est et non pas la fierté de ce qu'on fait, qui contribue à annuler la possibilité de l'excellence, si on veut parler de l'excellence, etc. Mais quand je parle de l'excellence, bon, vous comprenez ce que je veux dire, c'est la volonté à faire des œuvres, des actions, possiblement des engagements, qui nous satisfont et qui, on croit, on le pense, on l'espère, peuvent changer les choses. Et bien, être fier de choses qu'on n'a pas faites, c'est contre l'excellence, selon moi. En tout cas, c'est contre cette capacité de dépassement, cette capacité de réinvention de soi, etc. C'est se dire, bah, à quoi bon accomplir quelque chose? Puisque je suis déjà fier de ce que je suis, puisque mes ancêtres, mes gènes, mon passé me donnent déjà tout prêt le kit, le starter pack de la fierté. Pourquoi faire plus? Pourquoi faire plus? Et ça, souvent, la fierté blanche, c'est ça, hein, si vous voulez. C'est ce truc de bah attends, je suis français, je suis en France, etc. Et c'est pour ça qu'ils veulent la préférence nationale, parce qu'ils n'ont pas envie de se battre contre l'excellence des Arabes, des Musulmans, des Noirs, des Asiatiques, etc. Ils ont envie de nous nerf, ils ont envie de nous nerf pour pouvoir gagner toutes les batailles contre nous. Parce qu'ils savent très bien que sinon, bah, c'est un peu plus compliqué. C'est un petit peu plus compliqué de se battre d'égal à égal sur le marché du travail et sur les autres marchés concurrentiels qui nous sont imposés par le capitalisme face à des jeunes qui en veulent. Et donc, cette histoire de fierté, à mon avis, ça, en réalité, voilà, c'est peut-être ça ma hot take, parce que plus j'en parle, plus je pense que ça va être ça ma hot take. Je pense que la fierté noire nous tire vers le bas. Voilà, si je voulais faire une hot take là pour le crayon. La fierté noire, en réalité, nous tire vers le bas. La fierté noire nous conforte dans la médiocrité. Oh, ça c'est de la hot take. Voilà. La fierté noire nous conforte dans la médiocrité. Hein. Aimé Césaire en PLS? Non, je pense pas, parce que la négritude, c'est pas vraiment une affaire de fierté. En tout cas, moi, c'est pas comme ça que j'interprète la négritude. C'est pas une question de fierté, c'est une question de connaissance. C'est une question euh, d'amélioration. C'est une question d'analyse aussi de la société, de connaissance de la place historique du noir dans la société. Il y a beaucoup de Français qui sont pas fiers ni d'être Français ni d'être blancs. Et oui, heureusement, heureusement, au même titre que je pense, il y a beaucoup de Noirs qui sont pas fiers ni d'être Français ni d'être Noirs. Et heureusement, même si évidemment je comprends davantage cet affect-là, mais je ne le partage pas. Et en plus, comme je viens de le dire, je crois qu'il a davantage d'inconvénients que d'avantages. Être blanc. Attention, si on s'intéresse à l'histoire de la construction de ces identités noires et blanches, quand il s'agit de la catégorie blanche, il faut savoir à quoi elle fait référence. On a le droit d'être fier de ce que l'on veut. Maintenant, il faut en mesurer les conséquences. Et s'agissant du concept de blanc, ça renvoie à la blanchité et l'on sait que ça a été une arme de domination. Donc à chaque Voilà, mais même là-dessus, il est relativement basé en fait. Hein. Euh, c'est intéressant, c'est intéressant. Voilà, j'aurais pas, comment dire, mis ma main à couper qu'il aurait été basé là-dessus. Mais en même temps, vous voyez, c'est ça le problème. Et je pense que c'est pour ça que même rhétoriquement, etc., mon argument est meilleur. Parce que là, on est obligé de faire un deux poids, deux mesures. Alors, la plupart du temps, franchement, moi, j'ai aucun problème à faire du deux poids, deux mesures. À dire, comme j'avais dit pour Charlie Kirk, moi, j'en ai rien à foutre à ce qu'on bute un facho et j'ai pas envie qu'on bute un gauchiste. Et oui, pour moi, c'est pas la même chose. Et pleurez à propos de ça, si vous voulez, j'en ai rien à foutre. Voilà, et je fais du deux poids deux mesures. Mais dans ce cadre-là, sur ce type de discussion, est-ce que ça vaut le coup de faire un deux poids deux mesures? Je suis pas sûr, franchement. Et la take, cette fierté-là me fait chier d'où qu'elle vienne. Mais effectivement, elle est pire lorsqu'elle vient des blancs parce que historiquement, c'est un truc de suprémacisme blanc. Je pense que ça marche mieux rhétoriquement parlant, que de dire ah, pense que la fierté noire c'est absolument génial. Et quand on dit oui, mais alors la fierté blanche, ah non, c'est très mauvais, c'est très mauvais, c'est très mauvais, c'est de la merde. Oui, d'accord, mais après, on va te dire oui, mais la fierté blanche, je sais pas, chez Seth Gecko, chez Vald, j'en sais rien, tu vois. On
ouais, oui, mais bon, eux, c'est pas la même chose. Et on rentre dans des arguties qui sont infinies et qui nous mènent nulle part, franchement. Et tout ça pour défendre une histoire de fierté noire qui, vraiment, à mon avis, n'est de base vraiment pas l'attitude qu'on doit avoir et encore une fois, qui possiblement nous tire davantage vers le bas qu'elle nous tire vers le haut. Et je pense que voilà, je soumets cette ligne argumentative à la discussion. Moi, pour l'instant, elle me convainc. Voilà, c'est pas un truc que j'ai crafté dans mon laboratoire, dans mon laboratoire rhétorique, etc. Mais moi, je suis assez convaincu par cette manière de voir les choses, hein. Je pense que c'est vrai, en fait. Je pense que c'est vrai, tout simplement. Chacun, comme toujours, d'en mesurer les conséquences. Et enfin, je pourrais être amie avec la personne en face de moi. Oui. Évidemment. Salut, c'est Anto et bienvenue dans ce nouvel œil pour Bah oui, ils ont l'air gentils tous les deux, hein. Ils ont l'air gentils tous les deux. On a envie d'aller boire un bissap avec eux. Mais un bissap un petit peu alourdi de rhum, n'est-ce pas? œil, le format de débat du crayon. Deux invités s'affrontent face à face avec devant eux plusieurs cartes qui détermineront les thèmes Merci Lemcedo. Merci beaucoup pour ton sub. et les formats de l'émission. Chaque carte impose un temps précis que les invités devront respecter. Nous unir autour du Oh là là, tu sais, la gamification du débat comme ça me prend un peu la tête. Tu vois, ils ont mis quelques secondes pour t'expliquer un espèce de jeu comme ça. Pourquoi est-ce que vous mettez des règles bizarres comme ça? Pourquoi est-ce que vous mettez des règles bizarres pour le débat? Vraiment, c'est une slopification, une slopification dont on n'a pas forcément besoin, quoi. D'autant que la fierté est un affect qui repose sur la fiction d'un sujet souverain. Alors là, ça nous amène à des débats philosophiques, à n'en plus finir. Ouais, bref, j'ai même pas envie de rentrer là-dedans. En plus, comment dire, je sens le spinozisme derrière. Alors déjà, franchement, je souffle déjà, mais je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. patriotisme républicain est une nécessité. Nous sommes une nation où chacun, quelles que soient ses origines, sa religion, doit trouver sa place. Est-ce vrai partout et pour tout le monde? Non. Nous serons intraitables face au racisme, à l'antisémitisme et aux discriminations. Et de nouvelles décisions fortes pour l'égalité des chances seront prises. Mais ce combat noble et J'imagine que tout le monde se souvient des décisions fortes pour l'égalité des chances et contre le racisme d'Emmanuel Macron. Je suis sûr que vous seriez tous capables d'en citer une bonne dizaine, sinon plus. Tout ce qu'il a fait contre le racisme Macron. Tout ce qu'il a fait contre le racisme Macron. C'est absolument splendide. Vous remarquerez qu'il ne parle jamais d'islamophobie. Bah non. L'islamophobie a été inventée par les mollahs. C'est les mollahs qui ont inventé l'islamophobie. En Iran, c'est un mot inventé par les mollahs pour empêcher toute critique de l'islam. Ouais. dévoyé. Lorsqu'il se transforme en communautarisme, en réécriture haineuse ou fausse du passé. Je vous le dis très clairement ce soir, mes chers Vive le communautarisme. compatriotes. La République n'effacera aucune trace ni aucun nom de son histoire. Elle n'oubliera aucune de ses œuvres. Elle ne déboulonnera pas de statues. Je vous laisserai bien évidemment réagir à ce. Aïe, 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 on était dans l'ère du déboulonnage des statues. Non, mais t'as raison, t'as raison. C'est pas à toi de le faire, c'est à nous de le faire. C'est à nous de les détruire, les statues. C'est à nous de faire ce travail, je dirais, de destruction des idoles coloniales, républicaines et racistes. Hein? C'est ça, d'être des véritables iconoclastes. Hein? L'iconoclasme décolonial. J'avais écrit un article, enfin un chapitre d'ouvrage là-dessus. Decolonial Iconoclasm. C'est de l'iconoclasme car ce sont des icônes. Ce sont vos idoles. C'est votre veau d'or, votre mammon. Et c'est normal qu'on ait envie de détruire ces objets odieux face auxquels vous priez. C'est logique. C'est tout à fait logique. Ce petit extrait si vous le souhaitez. Mais la grande question de cette carte que je souhaitais vous poser, c'est est-ce qu'on est condamné par notre histoire? Je ne suis pas un adepte du déterminisme intégral. Je pense que, quelles que soient les conditions, le contexte historique, psychologique dans lequel un individu voit le jour, il a toujours la possibilité, et surtout à notre époque, de s'en extraire, ce qui n'est pas une mince affaire, hein. Néanmoins,
toujours la possibilité de s'en extraire. Bon, faire quelque chose, je veux bien, hein, je veux dire, on peut être un peu sartrien, n'est-ce pas? Je suis ce que je fais de ce que les autres ont fait de moi, ma foi, pourquoi pas? Mais enfin, disons, s'en extraire comme ça, c'est le baron de Munchausen, n'est-ce pas? Qui se sort lui-même du bourbier en se tirant par le col. Il y a toujours cette espèce de petite, de petit arrière-plan là qui, bon, enfin, voilà, on connaît la dimension libérale de ce genre de take et à laquelle, parfois, c'est parfois difficile de souscrire, en tout cas, difficile de souscrire totalement. C'est des gens qui donnent trop de jeu à la réalité, n'est-ce pas? Bien sûr que mm, tout renoncement et tout abaissement d'exigence à l'égard de soi-même est bien sûr tout à fait dommageable, puisque plus on est dans ce type de situation, euh, plus un manque d'effort et de travail sur soi sera rédhibitoire et nous rapprochera de la mort. Mais enfin, se dire qu'il y a toujours moyen de sortir, de s'extraire de la situation dans laquelle on est, c'est vraiment aller vite en besogne. Il y a toujours cette possibilité. Maintenant, concernant le cas français, et pour rebondir sur la vidéo que vous venez de nous exposer, où l'on voit le président Emmanuel Macron faire la promotion de la République une et indivisible, et dans le même temps condamner le communautarisme qui réécrirait l'histoire et qui s'inscrirait dans une forme de destruction de ce sentiment d'unité. Alors, moi, je ne vais pas le blâmer, il est dans son rôle. Là, pour le coup, il parle en président unificateur. Cela va de soi. Maintenant, il me semble il tombe dans une forme d'anachronisme. Il explique que la République ne déboulonnera pas des statuts. On sait que certaines statues qui mettent en avant certains modèles, certains héros, je pense à la statue de Colbert. Colbert, il a œuvré avant la République. Il a œuvré sous la monarchie, sous Louis XIV. Statue de Colbert qui a été l'objet d'un procès il n'y a pas si longtemps que ça, puisque un militant de la brigade antinégrophobie, de cette organisation qui s'appelle la brigade antinégrophobie, de son nom Franco Lolia, le nom de ce militant, avait taché de sang, enfin évidemment pas du véritable sang, mais avait taché de, de peinture rouge, de peinture de couleur hémoglobine, cette statue qui se trouve enfin, aux alentours de l'Assemblée nationale. Et pour ça, il avait été condamné. Il avait inscrit sur le socle de la statue négrophobie d'État. Voilà. Ouais, c'est un militant très important. D'ailleurs, vous pouvez chercher, j'ai eu une discussion il y a quelques mois avec lui sur une autre chaîne que vous pouvez trouver sur YouTube, je pense. Désolé, je me souviens plus du nom de la chaîne. C'est une chaîne tenue par mon camarade Alan. Et donc, il avait animé une discussion entre Franco et moi. C'était avant que je lance moi-même ma propre chaîne Twitch. Donc voilà, je les salue s'ils passent par là. Et je vous conseille, à vous, chat, d'aller voir cette discussion avec Franco sur cette question de la négrophobie. Et lors du procès, Franco avait affirmé que en faisant ça, il n'avait pas détruit la statue, mais qu'au contraire, il l'avait améliorée. Et que c'était une manière de rendre la statue plus conforme à l'histoire de France, et que c'était une façon, finalement, de faire de cette statue une œuvre véritable, quoi. Et qui dise la vérité sur cette histoire, et qu'il aurait fallu la laisser comme elle était. Et voilà le genre de giga Tchad dont on a besoin dans l'antiracisme, quoi. Voilà le genre d'attitudes qui sont à saluer. Bah oui, basé. Si Franco, c'est la définition du mot basé. C'est la définition du mot basé. Non, j'ai jamais fait de stream gaming. J'ai jamais fait de stream gaming. Peut-être quand j'aurai un setup plus adapté pour ça. Et récemment, l'Assemblée nationale a définitivement enterré le code noir, qui n'était pas encore abrogé, le texte qui a objectisé l'homme et la femme afro. Eh bien, la statue de Colbert, qui était le rédacteur de ce code, se trône à l'entrée de l'Assemblée nationale. Donc, en termes de symbole républicain, on peut mieux faire. Et moi, je suis de ceux qui partent du principe qu'il n'y a pas d'amour sans preuve d'amour. Si on veut véritablement donner de vie à cette unité, des actes forts doivent être posés, et le déboulonnage de la statue de Colbert, pas celle de De Gaulle, hein, mais en tout cas de Colbert, pour moi, est un élément clé. Pas celle de De Gaulle, hein. Moi, ça me dérangerait pas qu'on déboulonne celle de De Gaulle, très franchement. Très franchement, pourquoi cette
cette petite salutation à De Gaulle, mais parce que tous les Français, ils adorent De Gaulle, ils sont tous tout fous de De Gaulle. Mais vraiment, moi-même, j'ai bien aimé le film sur De Gaulle. Donc, De Gaulle a tué tellement plus de gens. Bah, il n'a pas tué plus de gens que le Code Noir, c'est sûr. Mais enfin, comment dire, euh, les massacres, comment dire, de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les massacres d'Algériens, etc., c'est quand même quelque chose d'abominable. Ça, c'est une première chose. Ensuite, concernant le communautarisme, grande question qui me touche au premier chef. Compte tenu de ma trajectoire, moi, je dois tout à la République française. En tout cas, beaucoup de choses. Je lui dois d'avoir été choyé l'école républicaine. Oui, je me demande bien je me demande bien je me demande bien ce qu'il lui doit. Quand quelqu'un me dit ça, je dois tout à la République française, etc. Je me demande bien je me demande bien ce qu'il a pu avoir. Euh, qu'est-ce qu'on a reçu qui est tellement merveilleux, franchement. Euh, Évidemment. Parce que toujours ces gens-là se comparent, se disent oh, qu'est-ce que j'aurais été si j'avais grandi dans X pays, dans un pays X ou Y, etc. Alors lui, je crois qu'il est d'origine camerounaise. Il s'imagine que s'ils avaient grandi au Cameroun, etc., ça aurait été de la merde. Moi, je pense pas que si j'avais grandi au Nigeria, ça aurait été de la merde, parce que bah, lui, je pense que ses parents sont des bourgeois. Il dit souvent que il fait partie d'une élite, même qu'il est de lignée aristocratique, parfois même de lignée royale. Je crois que j'ai déjà entendu dire ça. Donc, bah, il aurait été bien au Cameroun. Moi, si j'étais grandi au Nigeria, la famille de mon père, c'est des bourgeois, c'est tous comment dire, des toubibs, etc. Bah, j'aurais été dans une bonne école, j'aurais été faire mes études aux États-Unis comme ils ont tous fait. Et j'aurais été probablement plus riche que je suis aujourd'hui, parce que du côté de ma mère, eh ben, on n'est pas riche, quoi. On n'est pas riche, c'est lower middle class. C'est une travailleuse sociale. Donc moi, ce truc-là, comment dire, je sais pas, j'ai un peu de mal avec ce truc de je dois tout à la République, je dois tout à la République française. Je suis vraiment pas certain je suis vraiment pas certain de la take, franchement. La France a une école médiocre, une école, l'école des médecins, les Nigérians, ils sont tous toubis. Mais oui, c'est les, euh, c'est les Vietnamiens de l'Afrique, quoi. C'est les Vietnamiens de l'Afrique qui viennent tous toubibs, hein. Après, moi, je suis pas bon en sciences, hein. Je pense pas que je serais devenu toubib. Je serais peut-être devenu baveux, voilà, un bon littéraire que je suis. Euh, En tout cas, ce truc de je dois tout à la République, la France a des écoles médiocres, des universités plutôt bas de gamme à l'échelle mondiale. Maintenant, essaient d'améliorer un petit peu le truc, mais ils mettent même pas le budget. Ils sont grave contents d'avoir des écoles minuscules qui servent uniquement à former leurs hauts fonctionnaires et à foutre des blindes pas possibles là-dedans à perte pour se retrouver avec des types qui sont tous des sosies de Philippot ou de Macron. Donc, franchement, je suis vraiment pas sûr qu'on doive absolument dire qu'on a été choyé par cette merveilleuse République, ces institutions formidables, etc. Non, c'est un pays clairement en déclin, avec des institutions scolaires médiocres, des institutions universitaires médiocres, des institutions médicales auxquelles il est de plus en plus difficile d'accéder, une sécurité sociale sur laquelle on se branle mais qui est catastrophique, un système de santé largement privatisé, avec ses soi-disant, comment dire, mutuelles, qu'en termes galants ces choses-là sont mises, mais qui en réalité sont des assurances déguisées qui vous escroquent, qui vous arnaquent. Bref, la République, c'est en grande partie une arnaque. On est content. Et là, pour le coup, c'est le truc de la fierté. Ah, la fierté française. On a la sécurité sociale. On a l'école de Luc Ferry, pardon. C'est devenu plutôt celle de Luc Ferry, effectivement. De Jules Ferry, etc. Euh, En fait, tout ça c'est aujourd'hui essentiellement de la grosse merde, quelque chose qui est à la ramasse dans les classements mondiaux, quelque chose dont voilà, on devrait plutôt avoir honte davantage que d'être fier, franchement. Euh, mais oui, en vrai, c'est plus l'école de Jules Ferry, c'est l'école de Luc Ferry, c'est-à-dire l'école du slop, de l'arrogance bourgeoise qui est absolument dénuée de tout fondement, de, de la mitonnerie, etc., etc. Euh, donc voilà, franchement, ce truc d'être, comment dire, absolument en émerveillement, en pamoison devant cette merde.
Non, 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 je suis absolument pas sur cette ligne. Je pense que vu les impôts qu'on paye, hein, vu les impôts qu'on paye, on mérite infiniment mieux que cette république de merde, cette école médiocre, ces programmes scolaires stupides, ces enseignants en burn-out, cette université sous-financée, etc., etc., etc. Aujourd'hui même, je vous donne juste un petit exemple, un petit détail. C'est un détail minuscule, mais je viens de l'apprendre. Je viens de l'apprendre, n'est-ce pas? Je viens de l'apprendre. On prépare les fournitures scolaires pour les enfants de la maison. Eh bien, il faut ramener, chaque élève doit ramener en début de l'année à l'école une ramette de papier pour les futures photocopies. Ça veut dire que ce sont les élèves eux-mêmes qui fournissent les photocopieuses de l'école en papier. Et ça c'est un grand pays, ça. Ça, c'est une grande puissance mondiale. Ça, c'est une grande puissance mondiale. Ce sont des méthodes de république bananière. Oui, oui, je l'ai là, la ramette de papier. Je l'ai là. Ah mince, elle a été déplacée. Je l'avais mise là pour la montrer. Je sais pas où elle est. Mais elle est là quelque part, cette ramette de papier. Eh oui, on la prend, on l'amène. C'est les élèves, des bouts de chou, hein, des bouts de chou. Des élèves de CP, ils arrivent avec leur ramette de papier. Oh, tes maîtresses, voilà la ramette de papier pour l'année. Ah, merci, merci beaucoup. Il faut ramener ça, et il faut ramener des paquets de mouchoirs aussi, au cas où. Alors on stocke les paquets de mouchoirs, les élèves doivent ramener des paquets de mouchoirs, leur propre paquet de mouchoirs, parce que l'école ne peut pas en acheter elle-même. Ça, c'est un grand pays, ça, c'est une grande république. Ce sont des trucs, si on vous disait que ça se passe au Congo, au Cameroun ou au Nigeria, etc., vous lèveriez les yeux, vous dites, aïe, 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 c'est vraiment la hesse dans ces pays. Hein. Ces pays à la ramasse. C'est en France. Paris intramuros, figurez-vous. Hein. Paris intramuros, figurez-vous. Non, 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 non. C'est vraiment catastrophique. Oh, merci la République, merci la République. Hein. Hein. Une étude a montré que les enseignants du premier degré, maternelle et élémentaire, dépensent de leur poche en moyenne 297 € par an pour leurs élèves. C'est vrai, mais en plus je le sais très bien, puisque il y a l'un des modérateurs de cette chaîne, hein, qui est dans cette position, et je pense que pour sa part, il dépense beaucoup plus pour ses élèves chaque année que ces 300 €. Hein, quand j'entends tout ce qu'il achète, etc., en matériel pédagogique, en termes d'ouvrage, etc., etc., non, 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 c'est terrible à quel point c'est la bonne volonté des parents d'élèves, comment dire, l'engagement des enseignants du primaire et du secondaire qui fait tenir cette institution à la ramasse. Et quand on n'a plus de mouchoirs ramenés par les élèves, on leur propose du papier toilette. Non, mais c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Hein. Vu leur paye, si c'était moi, je n'achèterais rien de ma poche. Mais c'est ça le problème, c'est que, étant donné qu'ils sont aussi peu payés, on est persuadé que ceux qui ont fait ce choix-là, en tout cas une très grande partie de ceux qui ont fait ce choix-là, l'ont fait simplement par vocation, et parce qu'ils croyaient dans cette profession-là, et parce que tout simplement, ils ont été poussés comme ça par une volonté d'accomplir quelque chose dans ce métier-là, dans cette profession, par comment dire, leur amour pour leurs élèves, par leur volonté de bien les éduquer, de bien leur apprendre, bien leur apprendre plein de choses, etc. Et que, ma foi, c'est le piège, le piège de l'engagement dont se sert cette institution de merde qu'est l'éducation nationale pour tenir. Si les enseignants commençaient ce qu'on appelle la grève du zèle, je peux vous assurer que cette institution s'effondrerait en quelques semaines. Les enfants vont apporter des brindilles pour le chauffage. Oui, c'est ça, et des gros glaçons pour se mettre sur la tête pour la canicule. Parce qu'il n'y a pas de climatisation de prévu. Enfin, vous voyez le truc, quoi. Vous voyez le truc, le piège des métiers passion. Exactement, c'est exactement ça. Enfin, bref. Désolé pour ce long tunnel, mais cette apologie de la République, la manière dont on se contente des miettes de merde que nous jette cette institution, c'est quelque chose de tout à fait révoltant selon moi, franchement. On se contente de rien. On se contente de rien. Ken m'a pris sous son aile très tôt, m'a protégé, même quand je faisais des pas de côté dans la délinquance, attiré par l'hypervirilisme prôné par le gangsta rap et notamment, et par ailleurs en absence de père, comme on dit, pas de père, pas de repère, la République m'a
par le virilisme du gangsta rap. Et je pense qu'il faut une discussion entre Ludovic Wanda et le débatteur, pardon, et le dérapeur, voilà. Puisque je pense ils seraient d'accord tous les deux sur cet hyper-virilisme du, du gangsta rap. Après, est-ce que, est-ce que le sartorialisme est un virilisme? Je pose la question. Je pose la question. Le sartorialisme est-il une forme de virilisme? Car il semble avoir troqué le baggy de 50 Cent pour la tenue prônée par Jacomet. Et il a d'ailleurs cette fameuse veste safari dont je m'étais autorisé à dire tant de mal lors de la précédente émission sur le sartorialisme, mais je vois qu'il l'arbore ici sans aucun problème, quand même, quand même, quand même. Beaucoup de personnes, beaucoup d'Africains et de personnes d'ascendance africaine apprécient cette veste safari. Pour moi, comment dire, pour moi, c'est un no-go, hein, franchement. Néanmoins, en permanence rattrapé, ne m'a pas condamné. Donc moi, je serai toujours de ceux qui prendront sa défense. Les qualités des chances, de ce point de vue-là, existent pour une portion. Maintenant, l'ennui, c'est que pour la plupart, cette égalité des chances, déjà, ne peut pas éclore, sachant que les quartiers dits difficiles ou populaires ou racisés, on l'appellera comme on voudra, sont frappés par une injustice majeure qui est d'ordre linguistique. Je ne le répéterai jamais assez, avec suffisamment de... Ça, c'est son truc, ça. Ça, c'est son truc. La question centrale, c'est la question linguistique. Euh, c'est- comment dire? Ça m'a toujours semblé être un truc très arbitraire de sa part. Très arbitraire. Pourquoi est-ce qu'on a choisi ça? Pourquoi pas le pognon? Pourquoi pas, comment dire, la question de la culture, ou j'en sais rien. Tu vois, il y a plein de, il y a plein de trucs. Pour lui, c'est la question linguistique, la capacité à parler. C'est le truc qui, selon lui, ouvre toutes les portes, si mes souvenirs sont bons. Enfin, si je comprends bien sa take, quoi. Viktorovitch, quoi. C'est ça, c'est le Black Viktorovitch. C'est le Black Viktorovitch. Euh, Aucune preuve, mais je suis sûr qu'il s'est flagellé pour travailler son éloquence. Mais je sais pas comment on fait pour se flageller pour travailler son éloquence. Natacha Polonikor aussi. Ouais, c'est des trucs de profs de français, quoi. C'est des trucs de profs de français qui veulent, euh, qui veulent défendre leur propre discipline, et c'est ok, hein. Mais et j'ai pas de problème avec, comment dire, le fait de considérer que c'est important. Moi, si je ne savais pas parler, si j'avais pas, comment dire, du fait de ma profession précédente, prof d'université, si j'avais pas travaillé par la force des choses une certaine éloquence, bah, je foutrais rien, je pourrais pas être sur Twitch en ce moment, quoi. Je, je pourrais pas tenir un discours pendant 10 minutes, pendant 15 minutes, pendant 20 minutes. Et je serais insupportable à écouter, je serais là. Après, ça peut être rigolo. Il y a des gens qui parlent comme Gazo et c'est très marrant. Mais les gens préfèrent quand Gazo chante, où il est éloquent, que quand il parle en interview, où il est complètement défoncé, où il raconte n'importe quoi. Donc, il y a, il y a, il y a effectivement un travail de l'éloquence comment dire, voilà, je vais pas cracher dans la soupe. Mais en même temps, est-ce que c'est véritablement la clé de tous les succès? Tu vois, on n'est pas des boxeurs. On n'est pas des boxeurs, mais tu vois, c'est pas, par exemple, il y a, on fait un peu de boxe, mais par exemple, on n'est pas des boxeurs, hein, mais par exemple, ça nous inspire. force. Ce qui caractérise les jeunes issus de l'immigration, c'est que dans bien des cas, à la maison, le français n'est pas forcément la langue la plus parlée, sans parler du fait que la culture de la conversation n'a pas cours au profit du droit d'aînesse et d'une forme d'autorité autoritariste. Résultat des courses, face aux exigences académiques, écrire des dissertations, bon nombre de jeunes, quand bien même ils seraient animés, portés par un talent. T'as capté? Oui, c'est intéressant ce qu'il dit là. C'est intéressant ce qu'il dit que le l'autorité paternelle, et maternelle d'ailleurs, l'autorité paternelle et maternelle, l'autorité familiale, la verticale du pouvoir dans la famille implique qu'il y a moins de culture de la conversation dans les familles issues de l'Afrique subsaharienne, et que ça contribue à bah, impliquer
En tout cas, voilà, le fait qu'il critique, moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est le fait qu'il critique cette logique de la hiérarchie à l'intérieur des familles africaines. Et ça, je pense que c'est une critique assez saine, quoi qu'on en dise. Je pense que c'est une critique assez saine. Je pense que cette verticalité du pouvoir est un truc où s'infiltre beaucoup de mauvaises choses. Alors, de, je suis pas, enfin, il y a parfois des contenus que je trouve complètement débiles. Il y avait à un moment donné un truc, ça m'avait merci, Ayoub. Euh, un contenu, je sais pas si vous avez vu passer ça à l'époque, ça date d'il y a quelques années, hein, franchement, mais c'était un truc où qui se voulait être contre l'adultisme, je crois, et où on remplaçait des élèves, pardon, des élèves, hein, des enfants par des adultes dans la même situation, et on disait si si tu avais un adulte en face de toi, tu ne lui parlerais pas de la sorte. Voilà. Et c'était censé être un truc pour dire, bah, voilà, on parle plus mal aux enfants qu'aux adultes, etc. Ce qui est en partie vrai. Mais je trouve aussi que les enfants ne vont jamais, enfin les adultes vont très rarement jouer en se tapant les uns les autres avec des bouts de bois. Ils vont très rarement essayer de mettre du sable dans les yeux de leurs petits camarades. Ils vont très rarement essayer de se jeter comment dire, de courir de telle sorte qu'ils risquent à tout moment de se jeter sous les roues d'une bagnole. Enfin, il y a plein de choses que les adultes ne font pas. Il y a plein de choses donc, qui entraînent également d'autres comportements de la part des adultes. Donc, cette espèce de mise en symétrie permanente comme ça me semblait vraiment des arguments d'une très grande faiblesse. Mais il n'empêche que ce, la critique ici de Ludovic Wanda, je la trouve intéressante. Je la trouve intéressante parce que je trouve qu'on a tendance, on a quand même une espèce de tendance dans les milieux afro, que ce soit Afrique subsaharienne ou Afrique du Nord, une tendance à la puérilité. Désolé, ça, c'est un truc très, comment dire, c'est pas très joli à dire, mais quand je dis une tendance à la puérilité, c'est-à-dire avec une espèce de respect, comment dire, d'idolâtrie du père, de la mère, etc. Et une tendance à se comporter comme des espèces de bouts de chou à durée indéterminée, quoi. Voilà. D'avoir cette espèce de rapport, ce rapport à la fois d'une admiration sans borne et parfois souvent en réalité feinte, et aussi, je dirais, voilà, soumission comme ça, assez peu réflexive à l'égard des autorités et à l'égard de l'âge. Eh bien, c'est quelque chose qui, à mon avis, ce n'est pas mal de remettre en cause. Est-ce que c'est spécifique aux familles noires et arabes? C'est pas spécifique à ces familles-là, évidemment. Il y a des familles blanches où ça se passe de la même manière, mais c'est quelque chose qui est quand même très répandu dans ce genre de famille. C'est du respect, mais le respect se mérite. Le respect se mérite, voilà. Et je pense qu'on a tendance, et ça c'est valable pour tout le monde, c'est exactement comme ma take sur la, comment dire, pardon, sur la fierté, c'est pas automatique. Voilà, moi je pense que c'est pas automatique. Je pense que le fait d'être vieux ne doit pas, comment dire, être une espèce de blanc-seing pour le respect. Voilà. Je pense que, en réalité, euh, le respect est optionnel. Le respect est le résultat d'un comportement, mais n'est pas censé être une espèce de carte blanche à laquelle on estime avoir droit simplement parce qu'on est né une, deux, trois décennies avant autrui. Et surtout que ça signifierait qu'il n'est pas réciproque. Bon. Je pense qu'il doit être réciproque. Talent ne parviennent pas à l'exploiter et ils se retrouvent mis à l'écart scolairement. Au moins, on peut dire que le dernier livre de Louisa Yousfi est assez... Oups, je l'ai raté. On peut dire que le dernier livre de Louisa Yousfi est assez dans ce truc d'idolâtrie de ses parents. Je sais pas, je l'ai pas lu. Mais elle m'en a parlé pendant qu'elle était en train de l'écrire et ça avait pas l'air d'être ça, quoi. Ça avait l'air d'être un sacré truc. Il faudrait que je le lise à l'occasion, mais ça avait pas du tout l'air d'être, ça avait pas du tout l'air d'être ça. Ça avait l'air d'être complètement autre chose quand elle m'en a parlé. Elle m'avait même montré des schémas qu'elle avait fait comme ça pour écrire le livre et tout. Moi, j'avais trouvé ça très intriguant.
Mais, mais à voir, hein, à voir. Enfin, en tout cas, moi j'ai le bon soupçon à cet égard, hein. Compte tenu des mauvaises notes qu'il récolte. Donc, tant qu'il n'y a pas l'égalité linguistique, l'égalité des chances ne peut pas avoir lieu. Ludovic Herman Wanda, écrivain, formateur en maîtrise de la logique et du raisonnement, apôtre de la beauté, ambassadeur de l'afro-noblesse. Alors, ma position, c'est que le Il s'est fait une présentation du chairman tout seul. Il s'est fait une présentation du chairman tout seul. Apôtre de quoi, il a dit? Apôtre de la beauté. Apôtre de la beauté. Euh, Formateur en logique et en raisonnement et apôtre de la beauté. Suis-je pour ma part un apôtre de la beauté, apôtre de la laideur? Non, non, je crois qu'il était apôtre de la beauté et il a dit quelque chose avec Afro Noblesse. Afro Noblesse, c'est son compte Instagram et TikTok. modèle républicain, en théorie, il est porteur d'espoir. En pratique, il est l'ouverture d'une désillusion, d'un désespoir. Alors, peut-être quelques points. Je vais rebondir sur cette vidéo et rebondir sur ce que vient de dire Ludovic. Mais histoire de ne pas oublier, je vais commencer par Ludovic sur la question linguistique et l'égalité des chances qui passerait par ce partage ou ce non-partage ou ce partage inégalitaire de la langue française qui permettrait, par exemple, d'obtenir de meilleurs résultats scolaires. Moi, je pense que l'égalité linguistique, elle se pose plutôt au niveau de la valeur que l'on octroie aux différentes langues. Je pense que les langues qui sont parlées, au sein des foyers sont hiérarchisées. Donc la question n'est pas de parler une langue qui empêcherait la maîtrise de la langue française, c'est la langue qui est parlée et le regard qu'on porte sur cette langue. Parce que je pense que dans un milieu où on serait anglophone, la question... Oui, c'est intéressant cette question du multilinguisme sur la hiérarchie des langues, etc., etc. C'est vrai que ça rajoute une importance, comment dire, une profondeur importante au traitement de la question, parce que ça nous sort de ce truc de, bah, il maîtrise pas la langue, quoi. Il maîtrise pas la langue. de la maîtrise de l'anglais face à la maîtrise du français ne se poserait pas. Je suis Maboula Somoro, maîtresse de conférences en civilisation du monde anglophone. Je m'intéresse à la diaspora noire africaine du monde atlantique et je suis également essayiste et traductrice. Je dirais que le modèle républicain, en tout cas, ne participe pas à l'éradication du racisme. Donc tout est question du regard qu'on porte sur les langues des personnes, on va dire, donc, qui sont immigrées, et pas seulement parce qu'on pourrait parler du créole et des formes de créole francophones qui sont parlées, et les personnes qui parlent ces langues créoles ne sont pas des étrangers ou des étrangères. Donc je pense qu'il y a la question de la linguistique nous renvoie à la question de la hiérarchisation des langues, donc des cultures. Donc ça, c'était le premier point que je voulais aborder concernant le discours du président Emmanuel Macron sur la question du déboulonnage des statuts il y a quelques années, donc qui a pris un peu de l'ampleur en France hexagonale, alors qu'on sait qu'en dehors de l'hexagone, la statue de Joséphine à la Martinique était régulièrement attaquée, enduite de peinture. La statue de Joséphine, d'ailleurs, n'est plus sur la savane à Fort-de-France. Elle a été une bonne fois pour toutes, virée. C'était, comment dire. Il me semble qu'il y a un texte de Zakatoto qui fait toute l'histoire de cette statue de Joséphine. En tout cas, je l'ai entendu en conférence qui parlait de ça. Voilà, il n'en reste rien, quoi. Pour le meilleur ou pour le pire. Mais enfin, pour moi, je serai jamais contre les gens qui démolissent ce genre de statut, franchement. Jamais, 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 jamais. Parfois, c'est bon de faire le vide. Déboulonnée depuis au moins les années 80 ou 90, ça c'était régulièrement. Donc il y a ce qui se passe en dehors de l'hexagone et dont on a conscience, et ce qui se passe au sein de l'hexagone et qui prend plus d'ampleur, alors que la France est partagée, elle se trouve en Europe et elle se trouve dans le reste du monde, et c'est justement cette présence française dans le reste du monde qui nous renvoie à l'histoire coloniale et l'histoire esclavagiste qu'on a tant de mal à traiter. Donc, ce qui est intéressant dans ce questionnement ou ce débat public sur le déboulonnage, c'est vraiment la question de notre vision et surtout de notre compréhension, mais peut-être encore plus notre connaissance de l'histoire, de cette histoire française qui est à la fois républicaine mais aussi monarchique. Donc,
quand on parle depuis la fin, je ne sais pas moi, des années 2010 et début des années 2020, de quelle France parle-t-on et de quelle France se réclame-t-on? Est-ce que c'est la France de Colbert? Est-ce que c'est la France de la Révolution? Est-ce que c'est la France de Napoléon? Est-ce que c'est la France de la Troisième République? Enfin voilà, de quoi parle-t-on? Et je pense que tant qu'on ne s'est pas mis d'accord sur ce qui constitue les valeurs intrinsèques de cette France, on aura des tensions et des problèmes. Et donc on parle d'une nation. Moi, le modèle d'État-nation n'est pas un modèle qui m'intéresse, n'est pas un modèle qui me touche et qui me concerne, puisque d'emblée, je suis située dans une diaspora, et qui est la diaspora noire africaine. Ma famille est originaire de la Côte d'Ivoire. Moi, je suis née à Paris, en France hexagonale, et donc d'emblée, j'ai une identité et des identités nationales qui sont multiples. Et le modèle de la diaspora, là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le modèle de la diaspora s'oppose frontalement à celui de l'État-nation, qui reste unique et qui reste enfermé dans une sorte de fantasmagorie quant à ses origines et quant à la façon dont il doit fonctionner et évoluer. Donc ce que je retiendrai de cette vidéo, c'est que l'avantage de cette question du déboulonnage des statuts, c'est que ça a permis un débat public sur la façon dont la nation envisageait son histoire et la nécessaire prise en compte de différents points de vue. Et donc il y a des points de vue en présence. La question est qu'est-ce qu'on va faire de ces différents points de vue? Alors je vais rebondir. Et oui, bah, je suis presque triste. Je suis presque triste comment dire, la justesse de l'intervention, parce qu'il y a pas grand-chose à dire. Il y a pas grand-chose à dire. Et ce concept de diaspora, c'est vrai qu'on en parle assez peu dans le débat français. C'est en réalité quelque chose. C'est un outil intéressant. C'est vrai on devrait en parler davantage. Même quand on parle des Noirs, j'ai tendance à pas suffisamment peut-être parler de cette question de diaspora. J'ai toujours eu du mal à comprendre le concept d'identité. Mais c'est pas possible, une identité multiple. Non, normalement, l'identité, c'est un truc qui te représente exclusivement. C'est un concept philosophique assez tortueux, en réalité. L'identité, normalement, ça définit en propre ce qu'est un être. Ce qui définit un être en propre. Alors, c'est son identité. Et après, on en a, comment dire, dérivé ça dans l'identité culturelle et tout un tas d'intellectuels qui ont dit non, mais la question, comme par exemple Stuart Hall, la question c'est pas l'identité, mais c'est l'identification, parce que c'est toujours mouvant, c'est toujours un processus, etc. Moi, je suis assez d'accord que ce concept d'identité, c'est souvent une espèce de panier de crabes et qu'il y a d'autres manières de parler de cette question qui évitent les écueils qui viennent avec ce problème de l'identité, de l'identification, etc., etc. Surtout que, bon, à la limite, l'identité peut avoir un sens pour parler de l'identité d'un individu particulier. C'est-à-dire, qu'est-ce qui te définit, toi, Ludovic Herman, en tant qu'individu particulier, toi, Maboula Soumaoro, en tant qu'individu particulière. Mais dès lors qu'il s'agit des identités collectives, ça devient un petit peu plus délicat. Et je pense qu'il y a d'autres manières différentes de parler de ce qui les lie, de parler par exemple de leur histoire commune, de parler de leur représentation, peut-être. Il y a plein d'autres manières de parler de ce qui les lie, de ce qui les met ensemble, de ce qui les font s'entre-reconnaître, qu'en allant vers ce problème de l'identité qui, en plus, est toujours l'objet de débats contradictoires entre les droitards, les gauchistes, etc., etc. Et on s'en sort pas, quoi. Alors ce qui a été dit, il y a quand même des points assez puissants, notamment sur le fait qu'à vos yeux, l'État-nation n'est qu'un fantasme. C'est très intéressant, je reviendrai dessus dans quelques instants. C'est pas ce que j'ai dit. Ah, j'avais cru comprendre. L'État-nation n'est-il qu'un fantasme? Quand Mélenchon parle de francophonie positive, ça me fait sursauter. Oui, oui, bon, ça. Oui, on connaît le dossier. Bah, après, comment dire, de fait, c'est toujours un problème de dire que l'État-nation est un fantasme, effectivement, parce que ce n'est pas un fantasme. Oui. Il a des effets bien réels. L'État-nation, c'est quand on se cogne, si j'ose dire. L'État-nation se manifeste dans chaque flic que vous rencontrez. Au même titre, il se manifeste aussi dans les hôpitaux publics que vous pouvez visiter. Le problème de l'État-nation, c'est qu'effectivement, la dimension fantasmatique de l'État-nation, c'est pas l'État, c'est la nation. C'est la nation, le pur bricolage. C'est la nation qui n'a strictement aucune existence. C'est la nation qui n'est que langage et dont les manifestations matérielles sont en réalité celles qui sont portées par l'État. La nation est le fantasme et l'État est la manifestation matérielle qui permet
à ce fantasme de tenir dans la réalité. Mais si vous cherchez de réalité matérielle, tangible, de ce truc qu'on appelle la nation, ce que vous allez trouver en réalité assez rapidement dans votre recherche, c'est de l'État. Ou des discours qui corroborent l'existence de l'État. Ou des discours, lorsqu'il y a des nations sans État, des discours nationaux qui visent la production ou la création d'un État. S'enferme. L'État-nation Ouais. s'enferme dans un fantasme d'identité unique. Ah, d'accord, ok, très bien. Merci de la précision. J'avais mal saisi le sens de votre propos. Néanmoins, je reviendrai quand même sur cette notion de nation qui est centrale, et qui est aujourd'hui percutée par la mondialisation et qui est remise en cause dans sa légitimité. Je vais d'abord revenir sur les propos que j'ai tenus concernant la langue. Et La nation remise en cause dans sa légitimité, pas assez. Clairement pas assez. Y compris en Afrique. Y compris en Afrique, le rêve du panafricanisme de Kwame Nkrumah a malheureusement été entaché par la coagulation d'États-nations bricolés de toutes pièces qui refusent de mourir. et auquel vous avez mis une fin de non-recevoir. Je crois m'être de toute évidence en tout cas mal exprimé. Je n'ai pas posé une hiérarchie des langues comme d'autres le feraient avec d'un côté il y aurait les dialectes et de l'autre les langues nobles. Je présentais plutôt un tableau pragmatique du réel selon lequel euh, en France l'éducation et la langue imposée c'est la langue française qui a été imposée au biceps, au forceps, avec des luttes. Les langues régionales ont été balayées. Imposé au biceps et au forceps, c'est rigolo. Au moins, il a des expressions bien marrantes. Imposé au biceps et au forceps. On a considéré que l'unité de la nation passait par une seule langue, dont acte. Et l'éducation nationale, le système académique impose la maîtrise de la langue. En tout cas, c'est le préalable pour poursuivre des études. Donc cette conditionnalité-là, eh bien ensuite, charge aux parents, on le dit pas toujours, mais charge aux parents de s'en occuper. En tout cas, de transmettre dans la première socialisation les clés de cette maîtrise. Et là où le bas blesse, c'est que précisément, et ce n'est pas moi qui le dis, Jean Zay déjà en son temps l'évoquait, du temps où il était ministre de l'Éducation, l'école apprend à lire, écrire, compter, mais pas à parler. Or, Françoise Dolto l'évoquait déjà, c'est d'abord quand on baigne dans un bain de langage, quand on pratique par le biais de l'oralité une langue, et en l'occurrence ici la langue française, qu'ensuite on se familiarise. Les références Jean Zay, ministre du Front Populaire, si je ne m'abuse. Hein. Et bon, Dolto. Bon, pour Dolto, après, il y a des gens qui haïssent Dolto pour mille et une raisons, mais il y a quand même des choses intéressantes, chez Dolto. Dolto, voilà, les gens, ils la haïssent. Je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi il y a tellement de hate sur Dolto. Probablement parce qu'il ne lui pardonne pas d'avoir enfanté Carlos. Oui, c'est ça. Par l'écrit. Or, quand à la maison, on nous parle le soniké, l'arabe, le wolof, le lingala, que dans la rue règne le wesh t'as capté, à quel moment l'enfant... Dans la rue règne le wesh t'as capté. C'est pour ça qu'on l'aime, c'est pour ça qu'on l'aime. Dans la rue règne le wesh t'as capté. Non mais, en un sens, c'est vrai que dans la rue règne le wesh t'as capté. Mais ça règne ça règne chez les enfants de 12-13 ans. Ça règne chez les enfants de 12-13 ans. J'entends, quand je traîne, je traîne, comment dire, en amenant les enfants à l'école autour du collège ou de l'école primaire, oui, j'entends des enfants qui parlent de la sorte, mais ce sont des enfants qui parlent de la sorte. Ce sont pas des adultes qui parlent de la sorte. Bref, désolé, j'ai du mal à reprendre mes esprits, juste ça me fait tellement rire, ça me fait tellement rire. s'arme pour ensuite répondre efficacement aux exigences académiques. Moi, j'ai vécu cette réalité-là. Je suis un ancien orphelin de la langue. J'ai vécu de l'autre côté de ce que j'appelle le mur de Molière. Et je peux vous... Un orphelin de la langue qui a vécu de l'autre côté du mur de Molière. Il s'est pris pour Eren Yeager d'un seul coup, là. Euh... C'est pas le mur Maria qui est tombé, c'est le mur Molière. Qu'est-ce
qu'est-ce qu'il veut dire par là? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Tout à l'heure, il nous disait qu'il ne fait pas de hiérarchisation entre les différentes langues. Il s'est dit qu'il est orphelin de la langue, ça signifie qu'il ne parlait bien aucune langue. C'est possible, hein, c'est possible. Ça, c'est quelque chose. Et parfois même, encore une fois, dans des milieux très différents. Cette expérience d'orphelin de la langue, elle m'a été transmise une fois par un très vieux professeur, un vieux spécialiste de Kant, qui s'appelle Robert Thijs. Et Robert Thijs était un vieil enseignant, un vieux professeur de philosophie de nationalité luxembourgeoise. J'ai eu l'honneur d'assister à ses tout derniers cours, avant qu'il prenne sa retraite, à l'université du Luxembourg. Et lors vraiment de l'un de ses tout derniers cours, ces cours c'était des cours extrêmement à l'allemande, extrêmement carrés, extrêmement rigides, je dirais presque, sur la critique de la raison pure de Kant, livre qu'il ne m'a jamais fait aimer, puisque aujourd'hui encore c'est un livre que je déteste. Mais enfin, ces cours étaient euh, de grande qualité et c'était un des grands connaisseurs, un des grands spécialistes de Kant. Et, une fois n'est pas coutume, il s'est laissé aller à quelques petits éléments biographiques, autobiographiques. Et il a dit, il était très ému, je l'avais jamais vu aussi ému. Il a dit qu'en tant que luxembourgeois, il était vraiment triste parce que il ne maîtrisait aucune langue. Certes, il parlait énormément de langues. Le Luxembourg, c'est le pays d'Europe qui connaît le plus de multilinguisme. Les gens parlent en moyenne 3 voire 4 langues. Mais il disait, malheureusement, le français, c'est pas vraiment ma langue, l'allemand, c'est pas vraiment ma langue, j'arriverai jamais à entrer véritablement dans toutes ces langues, parce que sa langue maternelle, c'est le luxembourgeois, et le luxembourgeois, c'est pas une langue de philosophie, c'est pas vraiment une langue de littérature, c'est une langue qui a excessivement peu de locuteurs, même si c'est la langue officielle du pays, même dans ce pays, elle est assez peu parlée. Et donc, c'est vrai que c'est une expérience qui, même chez des grands intellectuels, des grands professeurs, etc., peut exister. Le fait de se sentir orphelin de la langue, non pas parce qu'on n'a aucune langue, mais c'est un pays qu'on considère peu en Europe, mais c'est normal, c'est un pays qui ne compte qu'un demi-million d'habitants. Ce pays à lui-même a à peu près la même population qu'une ville comme Toulouse ou comme Édimbourg. Donc autant dire qu'effectivement, c'est difficile de considérer un pays qui n'est finalement que, voilà, aussi peu peuplé, quoi. Enfin bref, tout ça pour dire que d'une certaine façon, ce concept d'être un orphelin de la langue, ça se comprend, ça se comprend. Mais je trouve que ça rentre un petit peu en comparaison avec ce qu'il disait avant, de dire je ne hiérarchise pas les langues, etc., etc. Mais peut-être qu'il avait l'impression de ne pas avoir accès au plein de son potentiel, à ce qui pouvait être une langue de littérature, de tradition, de philosophie, etc., etc. C'est peut-être ça que ça veut dire. Le mur de Molière. Parce que mais le fait qu'il parle du mur de Molière, ça veut dire que pour lui, c'est la langue française qui est vraiment importante, quoi, et qu'il n'en considère pas vraiment d'autres. Mais c'est son droit, après tout. C'est son droit de vouloir accéder à la littérature française. Vous assurer que c'est un véritable handicap. Donc il ne s'agit pas, je le reprécise encore une dernière fois pour être sûr qu'on me comprenne, de dénigrer, d'inférioriser nos langues. Il s'agit simplement de pointer un état des lieux, c'est que l'ultra-majorité des dits racisés, mais pas que, hein, y compris les personnes qui grandissent dans les classes populaires, par exemple les cousins ou les neveux des Jean-Marie Bigard et des Patrick Sébastien, c'est-à-dire que la France est dominée par ce qu'on appelle la glottophobie. Après, les Jean-Marie Bigard et Patrick Sébastien, c'est des gros bourges, en fait. C'est des gros beaufs. Oui, c'est des gros beaufs, mais c'est des gros bourges, de base. C'est pas des familles. Jean-Marie Bigard, un ami me le rappelle, me l'a rappelé, c'est la même famille que la famille des steaks hachés Bigard, si vous voulez. Grands industriels de l'agroalimentaire, des grands industriels de l'agroalimentaire. Si, si, de base, c'est un bourg, je suis désolé. Euh, vous allez me dire que les steaks Bigard, c'est des pauvres. Arrêtez vos conneries. Arrêtez vos conneries. Il était peut-être une branche un petit peu moins, comment dire, argentée de cette famille,
Mais en réalité, c'est pas des white trash, hein. C'est pas des white trash. Euh, Voilà, c'est la branche secondaire des Hyuga, c'est exactement, c'est exactement ça. Oui, il était prof de sport, voilà. Mais il vient pas de la cahier, arrêtez vos conneries. Ne buvez pas, ne buvez pas toutes les histoires qu'on va vous raconter. C'est-à-dire que si vous ne maîtrisez pas suffisamment la langue, non seulement vous êtes méprisé, et en prime, vous subissez directement les conséquences comme nulle part ailleurs. Quand on sait l'exigence et la complexité de la langue française, on mesure de facto à quel point ça peut briser, ça peut écraser des destinées qui pourtant mériteraient une émancipation. Comment peut-on expliquer que la banlieue produit énormément de sportifs, euh, bon nombre également d'ingénieurs, donc tout ce qui touche aux sciences, aux maths. En revanche, très peu de scénaristes, de journalistes, d'écrivains, d'historiens. C'est-à-dire que finalement, Est-ce que c'est vrai ça? Enfin, je sais pas. Où sont. Je suis désolé, hein, j'aime pas faire le gros Z comme ça, mais cite tes sources. Quels sont tes chiffres? Quels sont tes chiffres qu'il n'y a pas de scénariste, ou d'auteurs noirs et arabes? Je- les acteurs premiers de la langue, les architectes de la réflexion par le verbe, font défaut. Et je préciserai que la maîtrise de la langue permet d'une part de maîtriser au mieux son destin académique, mais permet également de maîtriser ses émotions. On sait très bien que moins on a de mots pour décrire nos émotions, moins on est en capacité de les dompter quand elles surgissent en nous face à certaines situations de la vie. Voilà comment beaucoup Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que c'est vrai? J'entends souvent ça. C'est un truc de. C'est un truc de dev perso un peu slopesque de TikTok, quoi, hein. Euh, si vous n'avez pas, moins vous avez accès au langage, plus vous avez d'impulsivité criminelle, moins vous êtes capable de dompter votre émotion, plus vous avez tendance à vous laisser emporter par le flux comme ça de vos affects. Mais la langue permet de dompter ça. Je suis vraiment. J'ai une certaine suspicion. J'ai pas vraiment regardé j'ai même pas du tout regardé les sources, les datas, etc. Mais j'ai une espèce quand même de suspicion à cet égard-là. Dire, est-ce que c'est ce truc magique là de la langue nous permet de nous maîtriser davantage? Mais en quoi s'emporter, c'est mal? Ben, ça dépend. Ça dépend. Euh, il faut maîtriser le fait de s'emporter. Le fait de ne pas maîtriser sa capacité à s'emporter, ça peut vous mettre dans de graves situations. Vous pouvez vous retrouver avec un coup de chlasse dans le bide, par exemple. C'est pas top si vous vous emportez au mauvais moment, si vous n'êtes pas capable d'évaluer le rapport de force lorsque vous devriez le faire. Si vous êtes dans un bar face à un groupe, etc., que on vous bouscule un petit peu et que vous commencez à partir en couille et que vous vous êtes pas rendu compte que c'est un combat que vous pouvez pas gagner, ben, vous pouvez légitimement vous dire oui, j'aurais mieux fait de me maîtriser. J'aurais mieux fait de m'abstenir. Mais après, est-ce que c'est le langage qui permet de pas faire ça? Vous pouvez aussi fermer votre gueule et tracer votre route. C'est tout à fait possible. Il y a l'option de la fermer et de pas s'engager dans ces voies sans issue. C'est aussi toujours une option, hein. de jeunes sont vraiment les otages, sont prisonniers de la culture de l'impulsivité, qui n'ont pas décidé d'adopter. Personne ne se lève un matin et dit oh tiens, je vais m'énerver pour un ou pour un an, pour un regard de travers, au nom du respect. Et encore une fois, je parle pas simplement sur la base de travaux que j'ai épluchés, mais également sur un vécu propre. Croyez-moi qu'il y a un monde entre ceux qui vivent en banlieue HLM ou à la campagne et ceux qui ont accès. On a débunk le truc de Bigard, donc il vient d'une famille de bouchers, mais ce sont pas les mêmes bouchers. Ah d'accord. Vous êtes tous sur ChatGPT en même temps, c'est une dinguerie. Après, pourquoi pas, hein. C'est c'est- c'est- c'est peut-être une bonne chose. Mais faites attention l'IA peut halluciner autant que moi. À la Sorbonne ou qui vivent dans les zones comme Neuilly. Et Céline Alvarez, qui a fait une étude comparative sur le terrain de Céline Alvarez, c'est du bon slop de droit tardé, ça, non? On est d'accord. On est d'accord que ça, c'est du slop droit tardé de grosse merde, non? C'est une espèce de zémouriste, n'est-ce pas, qui a se disant trouvé
le moyen magique pour rendre tous les enfants super intelligents, etc. Euh, du slop, c'est de la bouillie. C'est de la bouillie IA ou c'est devenu aujourd'hui de la bouillie en général, du contenu de basse qualité. De la langue, dans son ouvrage Les lois naturelles de l'enfance, l'explique très très bien. Déjà, le titre qui s'intitule Les lois naturelles de l'enfant, t'as peur. Non? Un bouquin qui s'appelle Les lois naturelles de l'enfant. Je trouve que c'est une dinguerie. Imagine, imagine, tu sors un livre comme ça qui s'intitule Les lois naturelles de la femme. Tu vois? Je prends cet exemple-là parce que la sensibilité spontanément féministe d'Internet est telle, est tellement peu remise en cause que je sais qu'immédiatement, tu dis les lois naturelles de la femme, tout le monde va être là. Ah, hic, c'est dégueulasse, etc. Et a raison d'ailleurs. Ah, mais bah oui, il y a des lois naturelles de l'enfant. C'est effrayant, franchement. Moi, je trouve ça tout à fait effrayant. Le président Macron évoque le fait qu'aujourd'hui, le centre de gravité de la langue française se trouve plus du côté du bassin du Congo qu'à Saint-Germain-des-Prés. C'est une belle phrase, mais qui, en mon sens, hélas, cache une erreur, je ne vais pas dire un mensonge, au moins une erreur d'interprétation ou de connaissance, dans la mesure où il n'existe pas une langue française, mais trois, langage soutenu, langage familier, langage courant. Et la langue à laquelle je fais référence, la langue d'intégration et de pouvoir, c'est la langue académique, le langage soutenu, et qui n'est pas maîtrisée, on ne va pas se mentir, sur le sol francophone en Afrique. Et c'est ce qui occasionne aussi le Il est gonflé. Il est gonflé, franchement. Je te le trouve. Le langage soutenu n'est pas maîtrisé. N'est pas maîtrisé au Congo, je sais pas. Est-ce que Emmanuel Dongala ne maîtrise pas la langue dans laquelle il a écrit ses grands romans? Comme si les personnes que vous preniez au hasard dans les rues, même de Paris intramuros, étaient tous capables de vous parler avec ce langage académique là dont il parle. La plupart des gens ne vont pas être capables de parler cette langue-là, même si on s'arrête uniquement aux Blancs. Ce langage académique est maîtrisé par des élites économiques, des élites intellectuelles, des élites culturelles, des élites politiques dans tous les pays francophones. On ne me fasse pas croire que c'est une espèce de caractéristique qui est inhérente à la France et que si vous prenez, comment dire, un écrivain congolais ou un écrivain camerounais, il va parler beaucoup moins bien que un écrivain français. Je pense que c'est absolument faux. Je pense que c'est encore une fois la question centrale des classes sociales que là il efface en disant que voilà, vous prenez un Congolais, il maîtrisera le langage courant, il maîtrisera probablement le langage familier, mais le langage soutenu lui est inaccessible. Mais à classe sociale comparable, je pense que vous aurez des maîtrises de la langue comparables. Et l'avantage de la personnalité congolaise, camerounaise ou de n'importe quel autre pays francophone d'Afrique centrale, eh bien, c'est que, en plus, elle maîtrisera une, deux, trois autres langues. Possiblement une langue de son pays ou possiblement une autre langue européenne. Beaucoup de bilinguisme, par exemple au Cameroun, franco-anglais également, en plus des langues locales. Donc je le trouve, comment dire, je le trouve un peu snob ici. Je le trouve vraiment snob avec des, des groupes qui ne méritent pas ce mauvais traitement, franchement. Mauvais traitement. Euh, Sur l'éloquence, il y a une différence entre lui et un aristocrate blanc, point d'interrogation, où il parle pas du tout de la même manière. Il n'a absolument. Et c'est pas une critique, hein, mais sa manière de parler n'a rien à voir avec celle d'un aristocrate blanc. Absolument rien à voir. Il a une façon de parler très différente. Même, il parle même pas. Même lui et moi, on n'a pas la même manière de parler, je pense. Voilà. Euh, euh, c'est pas pour dire lui, il est plus éloquent que moi, ou l'inverse. Mais on n'a pas du tout la même manière de parler. complexe d'infériorité, ce qui occasionne le déséquilibre géopolitique. Donc cette question de la langue est tout sauf marginale, elle est ou secondaire, elle est centrale. Et je rajouterai un autre aspect. Maîtriser la langue française, ça ne veut pas dire que l'on fasse allégeance à De Gaulle, ça ne veut pas dire que l'on, entre guillemets, qu'on se blanchit. Pas du tout. C'est un outil de communication, d'intégration et j'insiste, de respectabilité, surtout dans la sphère francophone indéniable. Je pense que c'était pas une attaque par rapport à ce que vous venez de dire. Je pense que c'était justement. La tech de c'est pas parce qu'on apprend, c'est pas parce qu'on apprend la langue qu'on se blanchit, etc. Ça, je suis assez d'accord avec ça. Parce que, bah voilà,
les Césaire, les Senghor, etc., et tant d'autres, hein, même au-delà de la négritude, tant de poètes haïtiens, des Jacques Roumain, des, euh, des Congolais comme, comment dire, Sonny Laboutancy, etc., Dongala que je citais tout à l'heure. Enfin, trop sont passés par là pour qu'on leur crache au visage, qu'on jette comme ça leurs œuvres, qu'on les enduise de mépris et qu'on dise non, bah, ça c'est une langue qui n'est parlée que par les blancs. Je pense on a dépassé ce truc-là. Et en plus, ça, comment dire, renforce cette idée qui, à mon avis aussi, est une idée fausse, selon laquelle toute forme de réussite artistique, etc., doit être médiatisé par le fait que c'est une réussite dans le monde des blancs, etc., ou une manière d'impressionner le blanc et tutti quanti, alors que en réalité, euh, l'œuvre peut exister indépendamment de son rapport au regard blanc, etc. Mais c'est nous qui ramenons sans cesse ces œuvres ou ces accomplissements à ce domaine-là, et je pense que c'est une erreur. Alors que les Français moyens n'ont rien à faire de leur expression. Euh, bah, je sais pas à quel point, mais en tout cas, ils ont tort. Ils n'ont rien à faire de leur expression, à mon avis, ils ont tort. Ça reste quand même quelque chose qui, selon moi, apporte beaucoup d'avantages et peu de désavantages de maîtriser ce fameux langage soutenu dont il parle. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas là pour critiquer le fond de son apologie, de la maîtrise du langage, etc. C'est un net positif. C'est un net positif. Vous n'avez que des avantages à avoir davantage de vocabulaire, à vous, comment dire, à vous exprimer avec davantage de clarté, à parler, à être capable de tenir un discours et d'improviser un discours pendant de longues minutes. Ça ne présente que des avantages et ça n'a pas de désavantages intrinsèques. A fortiori, si vous maîtrisez aussi d'autres langues, ou si vous maîtrisez aussi d'autres niveaux de langage en français. Donc, évidemment, je peux qu'être d'accord avec dire son attachement à cette chose-là. Mais tout ce qui va à côté, le dénigrement de certaines populations, je pense que son apologie du beau français ou du gros français, si j'ose dire, son apologie du gros français n'a pas besoin, en plus, de s'alourdir comme ça du dédain qu'il porte à l'égard d'autres locuteurs du français, que ce qui soit africain ou que ce soit des gens de classe sociale inférieure à la sienne. Une tentative de mettre la lumière sur ce traitement des langues. Je pense que les gens peuvent s'exprimer, exprimer leurs émotions dans la langue qui est la leur, quelle qu'elle soit. Moi, je parlais de la valeur qui était octroyée à certaines langues et que quelqu'un qui n'arriverait pas à exprimer ses émotions en français ou qui n'arriverait pas à s'exprimer tout court en français, qui pourrait s'exprimer dans une langue, ce qu'on appelle les langues impériales ou impérialistes, ne serait pas jugé de la même façon. Faire une colère en anglais, ça n'a pas le même sens qu'exprimer sa colère dans une langue qui ne fait pas partie des langues qu'on a nommées les langues impérialistes. C'était juste ce point-là. Qu'est-ce qui est enseigné comme langue étrangère? Et on voit également que l'enseignement des langues étrangères dans le système de l'éducation nationale se fait aussi le reflet d'une certaine géopolitique, c'est-à-dire que, je ne sais pas moi, l'anglais, l'espagnol, l'allemand ont été traditionnellement ou très longtemps enseignés, et on voit bien qu'aujourd'hui, le chinois, le mandarin en particulier, est encore de plus en plus enseigné, alors qu'une langue comme la langue allemande est en plein déclin, notamment au niveau de l'enseignement supérieur. Donc on voit bien que selon la place de... Bah oui, ce qui est logique, le déclin de la langue allemande, comment dire, ils n'ont pas colonisé les pays qu'il fallait, si j'ose dire. Ils n'ont pas colonisé les bons pays. Euh, et aujourd'hui, on se dit, bon, quelle langue est-ce qu'on va apprendre, etc. En Grande-Bretagne, par exemple, la langue qui est enseignée par défaut aux jeunes, aux jeunes élèves, ça reste le français. Aussi bien pour nous, la LV2 par défaut, c'est l'anglais, aussi bien pour les petits Britanniques, ça va être le français. Pardon, la LV1, la langue vivante 1, pardon. Enfin, la deuxième langue, la LV1 par défaut, ça va être le français. Euh, Évidemment, aux États-Unis, c'est l'espagnol. Mais dans les deux cas, la maîtrise
d'une langue étrangère par la population états-unienne et la population britannique est absolument catastrophique. Mais ce qui est logique, puisqu'ils n'ont absolument aucune motivation pour apprendre une langue étrangère. Ils sont encore bien pires que les Français à ce niveau-là, qui eux déjà sont nuls. Mais le monolinguisme, c'est véritablement une maladie de pays impérialistes. C'est une maladie de nation impériale, le fait de ne pas maîtriser des langues parce qu'on n'a pas besoin. Occupés par certains pays et le regard que l'on porte sur certaines cultures, on peut intégrer ces langues au sein de l'enseignement. Donc des langues qui ne sont pas présentes au sein de l'enseignement, donc qui ne sont pas valorisées, pourront trouver leur place peut-être dans 10 ans, dans 50 ans ou dans 100 ans. C'est juste le point que C'est vrai. je voulais mettre en avant. Je vous arrête 2 secondes. Dites-nous en commentaire qui vous voudriez voir dans le prochain œil pour œil. On lit tout. Très bien, Bien sûr. là-dessus, on est à peu près d'accord. Qui vous voulez voir dans le prochain œil pour œil Pierre-Édouard Sterrin. Pierre-Yves Rougeréron et Pierre-Édouard Sterrin. D'accord, hein, Oui. s'agissant de l'enseignement sous forme de deuxième, troisième langue, il y a pas de doute, c'est le fruit de la géopolitique et de l'histoire, ça c'est indéniable. Moi, c'était Et vraiment de la valeur. et de la valorisation, crois, en effet. Moi, je soulignais juste l'importance de maîtriser la langue du pays dans lequel on vit, qui fait office de langue d'intégration académique, institutionnelle, professionnelle également. Donc ça, je referme cette parenthèse pour venir maintenant sur cette notion d'État-nation Mhm. qui aujourd'hui est brandie et qui, en effet, est au cœur du clivage idéologique majeur. J'imagine qu'on reviendra dessus sous d'autres angles. Le concept d'État-nation, c'est le fruit du XVIIe siècle, le traité de Westphalie, qui est venu sortir l'Europe des guerres de religion protestants, catholiques, où on a considéré que, bon, pour apaiser un peu les cœurs, que un pays, une nation, un roi. Donc on a estimé que finalement le nous devait obéir à une religion et à un territoire. C'est comme ça que le concept de nation a vu le jour. Mais maintenant, dans les faits, ce concept de nation, c'est plus un imaginaire, un sentiment d'appartenance, mais c'est quelque chose d'assez flou, au point où... Merci. alors, Au moins, il le reconnaît. Mais alors, est-ce qu'il faut défendre ce flou? Est-ce qu'il faut, comment dire, s'attacher à cette espèce de chimère? C'est ça toute la question. à l'orée de la Révolution française, il y a eu au cœur de l'Europe, entre la vision allemande, où la nation était liée au passé et au sang, Herder, Fitch notamment, on était les promoteurs, et de l'autre, la nation à la française, portée par la suite par Ernest Renan, qui considère que c'est un plébiscite de tous les jours, autrement dit que c'est un projet plus qu'un héritage. Et Ce vieux débat sur le sens de la nation, la conception française et la conception allemande. Mais ça, en plus, c'est un débat qui est hautement politique, puisqu'il est lié, enfin, il est tout autour de. Il s'articule autour de la guerre franco-allemande de 1870, quoi. Enfin, c'est ça qui en est le pivot. Ernest Renan, quand il écrit son texte sur qu'est-ce qu'une nation, c'est lié à ça, c'est lié à la perte de l'Alsace et de la Lorraine suite à cette défaite-là, quoi. Et c'est pour ça qu'il dit les Allemands sont des racialistes terribles, etc. Et nous, on a une conception de la nation qui est différente, où on va pas mesurer des crânes comme l'ont fait les Allemands, mais où c'est vraiment notre croyance dans l'unité nationale, etc. Ce fameux plébiscite de tous les jours, comme il l'a cité, qui constitue. Mais bon, tout ça est en réalité un petit peu le masque d'enjeux géopolitiques de plus vaste ampleur. Et donc, il y a eu ce débat et la France a opté pour Renan, a opté pour l'avenir. Sauf que, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, le passé n'est pas passé, comme disait l'autre. Et le poids du passé est encore bien ancré dans les imaginaires. Il faut quand même se souvenir que jusqu'en 1984, en France, un zoo humain était dédié quand même, le zoo Bamboula. Donc c'est quand même pour dire à quel point c'est deux siècles après la Révolution française et l'adoption de cette vision volontariste de la nation. Donc la nation française s'est construite sur un idéal volontariste, universaliste, mais dans les faits, une universaliste racialiste malgré tout. Cette vision universaliste, dans les faits, depuis 1974, depuis que Valéry Giscard d'Estaing a établi le regroupement familial suite au choc pétrolier, donc c'est un peu malheureux entre guillemets concours de circonstances, eh bien se heurte à un impensé, l'impensé racial, où on voit émerger sur le contenu du droit du sol, eh bien une portion d'une nouvelle France, sans reprendre le terme cher à M. Mélenchon, une nouvelle France, mais qui ne correspond pas à l'imaginaire, et pire, qui contredit l'imaginaire. Et Oh là aujourd'hui, là, on voit part comment sur ça... Mélenchon. Bon, effectivement, je crois que je vais arrêter là. On fera la suite une prochaine fois, parce que si on doit commencer à enchaîner Giscard d'Estaing, Mélenchon, etc. En tout cas, c'est assez intéressant. Je pense que ça vaut le coup d'être continué, d'être poursuivi. À mon avis, il y a de la matière ici. Bon, je pense que là, c'est le moment où on doit se dire au revoir, parce que Je crois que c'est le moment où on doit se dire au revoir. tu dis au revoir. Tu dis au revoir. Au revoir.
Voilà, ça c'est poli. Ah, voilà. Ça, c'est poli. Euh, Allez, bye les boutchous. À Allez, bientôt. bye les boutchous. À bientôt. Bye.